le Dreiser, Ophélie Fontana. Bienvenue à vous, à la une de l'actualité. Un changement de rythme à l'école. Les grandes vacances seront écourtées, mais il y aura plus de congés pendant l'année. La réforme sera votée cet après-midi. Explication avec Laurent Rare dans un instant. Les cancers de la peau sont en nette hausse. Nous adoptons des comportements à risque, parfois sans le savoir. Conseil donc dans ce journal. Une fusillade à Tel Aviv hier soir. Ce n'est pas un fait isolé. 3 attaques meurtrières ont eu lieu cette semaine en Israël. Dans l'espace, un Russe a passé le commandement de l'ISS à un Américain, tout un symbole dans ce contexte de tensions internationales avec la Russie. Et puis, dernière ligne droite pour les chocolatiers, c'est une période faste pour eux, alors on emballe les œufs et autres lapins de Pâques. Bonjour et merci d'être avec nous. À nos agendas, il va donc y avoir du changement. Le calendrier scolaire sera remanié en Wallonie et à Bruxelles. Alors cette réforme, elle est sur la table depuis bien longtemps, mais le vote final aura lieu cet après-midi et Laurent Rare, il y a peu de suspense, ça va passer. Oui, un nouveau rythme scolaire qui entrera en vigueur d'ici quelques mois, dès la prochaine rentrée scolaire. Le grand changement, le grand principe, c'est l'alternance. 7 semaines de cours, 2 semaines de congés, sauf pour la première et la dernière période de l'année qui, elles, compteront 8 semaines de cours. Il va donc y avoir un tout nouveau calendrier. Regardez, pour être très clair, eh bien, la rentrée scolaire aura lieu le lundi 29 août. Il y aura ensuite 8 semaines de cours. Après ça, le congé d'automne pendant 2 semaines, donc le double d'aujourd'hui. Il y aura après cela 7 semaines de cours et puis les vacances d'hiver et ainsi de suite. Tout cela va évidemment bousculer notre calendrier habituel. On peut épingler 3 grands changements. Le premier, ce sont tout d'abord les vacances de carnaval, le congé de détente. Ça ne tombera plus pendant la période de carnaval, mais entre le 27 février et le 10 mars. Les vacances de printemps ne tomberont plus pendant la période de Pâques. Ce sera la première quinzaine du mois de mai. Et puis les vacances d'été débuteront un peu plus tard, début juillet, puisque l'année scolaire se terminera le vendredi 7 juillet l'année prochaine. L'objectif de cette réforme, c'est de mieux respecter le rythme des élèves, le rythme des enfants, avec des périodes d'alternance entre le travail et le repos. Cela fait 30 ans qu'on discute de ce genre de réforme ici en Fédération Wallonie-Bruxelles. Du coup, le vote qui interviendra cet après-midi va marquer évidemment un basculement important pour l'enseignement francophone. Merci pour ces précisions, Laurent. Et on le comprend, donc élèves et parents vont devoir s'adapter à ce nouveau rythme. Mais cela posera problème dans certaines familles où les enfants ne sont pas tous dans l'enseignement francophone, car la Flandre, oui, conservera l'ancien calendrier. Illustration avec Bruno Gatti, Fred Varlet et Tidiem Kouache. Dans la famille Évrard, il y a d'un côté Romane, en 2e secondaire dans l'enseignement francophone, et de l'autre, ses 2 petits frères Martin et Antoine en primaire dans l'enseignement néerlandophone. Pour cette fratrie, la prochaine rentrée scolaire se fera avec quelques craintes. C'est pas chouette, ça complique un peu les choses, toute l'organisation. Et je me dis que les moments que je préfère avec mes frères, c'est quand on est en vacances, on est plus relax, plus détendu. Donc si on n'est plus avec mes frères et que les seuls moments qu'on passe ensemble, c'est les week-ends et la semaine, ça va passer beaucoup de moments où on se dispute et pas beaucoup ensemble. Du côté des parents, on ne remet pas en question la philosophie de la réforme des rythmes scolaires qu'ils jugent bénéfiques sur le plan pédagogique. Mais pour eux, avec des enfants qui évoluent dans 2 systèmes scolaires et qui auront des calendriers différents, c'est un casse-tête qui s'annonce. Toute l'organisation familiale devra être revue. Ça veut dire que je vais devoir choisir, quoi qu'il arrive, entre passer des congés avec mon épouse et ma fille ou avec mes 2 garçons. Voilà, et puisque mon nombre de jours de congé est limité par an, fatalement ce sera l'un ou l'autre, mais pas les 2. On avait des traditionnelles vacances à Carnaval qui ne pourront plus être organisées en famille de façon un peu plus large. Et puis c'est un choix qu'on avait fait, d'avoir un maximum de temps en famille, de promouvoir les relations entre les frères et les sœurs, qu'ils puissent passer beaucoup de temps, et donc ils vont se retrouver en décalage en fait. Malgré le flou organisationnel de l'année prochaine, cette famille a choisi de s'adapter au mieux ces 3-4 prochaines années, en attendant que les garçons rejoignent le secondaire dans l'enseignement francophone cette fois-ci, pour que tout le monde soit à nouveau aligné dans le même calendrier scolaire. C'est le cancer le plus répandu en Belgique, celui de la peau, et les cas ne cessent d'augmenter d'année en année et les jeunes ne sont pas épargnés. Ils adoptent trop de comportements à risque. Valentin Temmerman, Marc Mevart et Martin Biltereis ont rencontré un jeune homme qui revient de loin.
Patrick François se considère aujourd'hui comme une personne chanceuse. Son parcours commence en 2011 lorsqu'il découvre un grain de beauté dans le dos. Il profite d'une visite avec son fils chez une dermatologue pour lui en parler presque par hasard. Elle m'a tout de suite dit qu'un grain de beauté était à risque et donc elle l'a enlevé immédiatement. 3 jours après, le diagnostic tombait comme quoi c'était en effet un cancer de la peau et plus précisément un mélanome. À l'époque, Patrick François est âgé de seulement 30 ans. Il est ensuite suivi de près, mais 6 ans plus tard, son mélanome, la forme la plus agressive des cancers de la peau, le rattrape. Je me rends aux urgences et 3 heures après, je ressors en fait avec le diagnostic comme quoi c'est une récidive du cancer de la peau, du mélanome, mais à un stade terminal. Donc en effet, j'ai déjà à ce moment-là des métastases qui ont envahi tout le corps. Et c'est vrai que c'est finalement le pire diagnostic qu'on peut avoir. Mais grâce à l'immunothérapie, à l'époque un protocole récent, il s'en sort en quelques mois de traitement. Aujourd'hui, en rémission complète, il jouit de ce qu'il appelle sa deuxième vie, non sans en profiter pour sensibiliser. Mieux vaut se rendre une fois chez le dermatologue, qu'il confirme qu'en effet il n'y a rien de suspect, et d'y retourner tous les 3 ans, 5 ans si on est une personne à risque. Mais en fait, on ne sent absolument rien jusqu'à ce que malheureusement ce soit souvent un diagnostic beaucoup trop lourd. Les peaux claires, fragiles, des taches sur la peau, les coups de soleil, les antécédents familiaux, autant de facteurs à risque de développer un cancer de la peau. Depuis les années 2000, les cas augmentent significativement au point de devenir la forme la plus courante de cancer en Belgique. Ils représentent 40% de tous les dépistages. Ces dernières années, la croissance concerne surtout des personnes âgées de 20 à 40 ans. Les radiations donc, ont un effet cumulatif au fil du temps. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Donc ce n'est pas une exposition et puis l'année suivante, on remet les compteurs à zéro. On parle parfois de capital soleil au niveau de la peau. Donc il y a cette espèce de mémoire de la peau qui fait que les ultraviolets, finalement, s'accumulent. Et donc forcément, plus on commence tôt, plus ce capital soleil donc, qui vient progressivement s'égrener, et bien voilà, ça en fait un public à protéger spécifiquement. Pour contrer le phénomène, dû en grande partie au mode de vie, les experts demandent de mettre en place de vraies politiques de prévention, car cette hausse accélérée risque de mettre le système de soins de santé sous pression. Poursuivons avec la saisie de 3 millions de cigarettes hier soir à Ouvelet. Une fabrique illégale se cachait dans un dépôt désaffecté. Nous le découvrons sur ces images. 12 personnes originaires des pays de l'Est ont été arrêtées. Il s'agit d'un réseau européen. Et toujours dans l'actualité judiciaire, audition aujourd'hui de Salah Abdeslam au procès des attentats de Paris. Alors va-t-il, oui ou non, donner des précisions sur son implication par rapport aux attaques dans la capitale française? À Laurent Van de Berg, c'est la grande question du jour. Oui, car ici à Paris, dans le box des accusés, eh bien, seul Salah Abdeslam a vécu ces attentats. Alors évidemment, au moment de parler du jour J, l'attente est forte et ainsi, ne trompe pas, eh bien, ce sont les dizaines de caméras présentes à mes côtés. Va-t-il donner des précisions ou se limiter à ses précédentes déclarations? C'est une question évidemment de comportement de Salah Abdeslam. Le 13 novembre, en tout cas, l'homme se dirige avec les terroristes vers le Stade de France. Il les dépose, il se rend ensuite dans le 18e arrondissement. Alors, y avait-il d'autres cibles? C'est une première question. Deuxième question, c'est de savoir s'il a appuyé sur le détonateur de sa charge explosive ou a-t-il renoncé, comme il a pu le dire? A-t-il aussi laissé cette ceinture parce qu'elle était défectueuse? Il va devoir apporter des précisions. Et puis enfin, il y aura des réponses à cette audition hier de Mohamed Abrini. A-t-il remplacé Mohamed Abrini pour mener ces attaques? Était-il aussi sous la contrainte de son grand frère Brahim Abdeslam, un grand frère décrit comme autoritaire? En tout cas, aujourd'hui, Salah Abdeslam va enfin parler de la nuit du 13 novembre qui a fait 130 morts. Et vous suivrez donc cette édition pour nous. Merci beaucoup Laurent Van de Berg. Des témoignages très forts à présent dans ce journal. Des jeunes femmes victimes de drogue du viol brisent le silence. Alors ces substances paralysent le corps et font perdre la mémoire. Mais les agresseurs échappent très souvent à la justice. Le magazine Investigation a donc enquêté. Une enquête de Stéphanie De Smet avec Gérald Vandenberg. Marie a 23 ans. Il y a un peu plus d'1 an, elle décide de sortir au Well Café à Ixelles. Elle y retrouve un groupe de copains. Son agresseur en fait partie. Après avoir bu un verre, elle a l'impression de perdre le contrôle de son corps. Paniquée, elle se rend aux toilettes. J'ai voulu aller aux toilettes pour essayer d'un peu reprendre mes esprits et essayer de
mettre de l'eau sur mon visage ou quelque chose. J'étais toute molle. Il m'a poussée à l'intérieur des toilettes. Et il nous a enfermés à clé. Et je tenais pas debout, je l'ai repoussé. Après, il m'a retourné face au mur et il m'a enlevé mon pantalon. Et il a réussi à rendre ça extrêmement violent et douloureux. Il m'a vraiment arraché une partie de moi et c'était très violent. Marie porte plainte contre son agresseur. Il affirme aux policiers qu'elle était consentante. Marie ne parviendra pas à prouver qu'elle était droguée. La plainte est classée sans suite. Le GHB, la drogue du violeur, a comme caractéristique de disparaître très vite du corps humain. C'est vraiment le GHB qui est problématique parce qu'il se dégrade très rapidement. Donc si on veut le mettre en évidence, il nous faut soit un prélèvement de sang, mais qui est fait dans les 3-4 heures qui suivent l'agression, un prélèvement d'urine, mais il ne faut vraiment pas que ce prélèvement d'urine soit plus vieux que 12 heures, par exemple. Et donc, ça veut dire que souvent, le délai va faire qu'on ne va plus pouvoir mettre en évidence le GHB. Sophie aussi a été agressée, il y a près de 9 ans maintenant. Elle aussi pense avoir été droguée, neutralisée. Je tiens des propos incohérents. Ça, c'est ce que les personnes témoins disent, et les violeurs également. Cette nuit, là, je monte dormir ou me fais monter dormir. Il y a un garçon qui m'accompagne et un autre garçon qui nous rejoint, et là a lieu le viol par 2 garçons. Clairement, moi, j'ai aucun souvenir. Sophie portera plainte pour viol. Ses agresseurs se défendront en disant qu'elle était consentante. Encore un scénario, parole contre parole. La plainte sera classée sans suite. Mais ce qui choque Sophie, c'est qu'elle a donné des échantillons d'urine à la justice après son viol et qu'ils ne seront jamais analysés. Cette perte de conscience complète aurait pu être corroborée par le résultat de ces analyses toxicologiques. On aurait pu déterminer éventuellement s'il y avait eu administration de substances chimiques, bien évidemment, à votre insu. Aux yeux de Sophie, la justice a négligé une possibilité de prouver qu'elle avait été violée. Cette occasion manquée ne l'aide pas à se reconstruire. Voilà une enquête et d'autres témoignages aussi à découvrir à 20h20 sur la Une télé. Dans la suite de ce journal, nous irons en Ukraine, dans une ville dévastée, celle d'Irpin, et ce sont les premières images reçues depuis des semaines. Son odeur est reconnaissable. Le fromage de Herve est le seul à posséder l'appellation d'origine protégée chez nous, et ça se mérite, vous le verrez. Et puis les Diables Rouges ont fait meilleure impression face au Burkina Faso hier soir. Victoire de ce match amical par 3-0. Et c'est la fin de notre tour de l'actualité à la mi-journée. À suivre la météo de Stéphane Piedboeuf et puis affaire conclue. Je vous souhaite un excellent après-midi.